Julien Drey, bonjour. Bonjour. On va parler de la Manif pour tous qui est mobilisée cet après-midi dans les rues de Paris. Les leaders de l'UMP sont d'ailleurs divisés sur le sort qu'ils vont réserver à la loi Taubira. On va en parler. On va parler de l'assassinat d'un nouvel otage, le Britannique Alan Henning, décapité par l'État islamique. On va parler aussi du budget et des derniers chiffres de l'économie. Mais on va commencer par l'actualité aujourd'hui. C'est donc la Manif pour tous qui a appelé ses partisans à descendre dans la rue. Vous n'êtes pas inquiet de la mobilisation annoncée ? Inquiet non, mais la Manif pour tous est devenue une sorte de feuilleton, ou une série télévisée. Donc nous sommes à la saison 2, à la saison 3, et tout le monde a bien compris qu'elle ira jusqu'en 2017, puisque derrière les objectifs affichés, il y a une démarche très politique. Alors, à quoi on assiste ? Parce que je pense que c'est ça qu'il faut caractériser désormais. On assiste à la montée d'un conservatisme nouveau, qui est emmené par un catholicisme identitaire qui aujourd'hui essaye d'établir un rapport de force idéologique dans la société. Et le danger, c'est quoi ? C'est que ce conservatisme nouveau, ce catholicisme identitaire, fasse une OPA sur l'ensemble du peuple de droite, et d'ailleurs sur toutes les forces conservatrices de la société, parce que c'est ça le fond de l'affaire. C'est donc une vraie vague réactionnaire, au sens, je dirais, encyclopédique du terme, auquel nous sommes confrontés. Derrière, on voit bien, derrière la question du mariage pour tous, il y a désormais la GPA, il y a la PMA, il y a la théorie du genre, et puis sur le fond, il y a la défense d'un certain modèle de société et d'une certaine idée de la France, ce qui n'est pas la mienne. Alors, Monsieur Drey, vous parlez d'un conservatisme nouveau et même de vagues réactionnaires. Mais enfin, les manifestants de cette manifestation pour tous disent qu'on leur a manqué de respect quand on n'a pas voulu écouter leur point de vue. Est-ce qu'ils ont raison de dénoncer ce manque de respect ? Non, il y a deux choses. Écouter leur point de vue ou accepter leur point de vue. C'est pas la même chose. Écouter leur point de vue, on écoute leur point de vue. Ils défilent, ils s'expriment. Mais on n'a pas accepté leur point de vue. C'est-à-dire qu'on n'a pas accepté la conception qu'ils ont de la liberté des individus. Nous considérons que c'est une liberté nouvelle, c'est un droit nouveau qui est donné à des gens qui ont des pratiques sexuelles différentes et qui ne sont pas normés comme eux voudraient le faire. Voilà. Alors, à partir de là, je veux dire, on peut comprendre que ces gens-là ne soient pas d'accord, c'est leur droit. Mais, je veux dire, il y a une réalité. Et d'ailleurs, si on regarde profondément les choses, et on regarde les sondages qui sont sortis. Alors évidemment, on va vous dire que les sondages, ils sont à prendre avec des pincettes, mais on voit quand même qu'ils sont loin de faire l'unanimité dans la société française, ou même de susciter une adhésion forte. Qu'il y ait des inquiétudes par rapport à ces évolutions de société, par rapport à ces droits nouveaux, que ça interroge, que ça interpelle, qu'on soit prudent. Je le comprends, c'est évident, c'est des choses qui bougent, mais c'est des évolutions qui sont aujourd'hui nécessaires au regard de la réalité de la société. Voilà, donner le droit à des couples homosexuels de se marier pour avoir, y compris, parce que c'est ça qu'il y a derrière le mariage, c'est-à-dire avoir la possibilité de transmettre des héritages, de partager des propriétés ou des choses comme ça, c'est un droit nouveau parce que c'est une réalité nouvelle que nous avons acceptée dans la société. Oui, mais vous savez que le gouvernement n'a pas légalisé ni le GPA ni le PMA, la gestation pour autrui, mais manifestement, il continue à y avoir de l'inquiétude à ce sujet, puisque 8 mois après, la Manif pour tous rebelote, pour reprendre le titre du journal du dimanche ce matin. L'inquiétude, tout le monde l'a bien compris, elle est organisée, elle est suscitée au stade où on en est. Il y a eu le mariage pour tous, le gouvernement était très clair, il a dit que sur la PMA, pour l'instant, il ne voulait pas légiférer dans l'urgence et qu'il attendait la délibération du Conseil national de l'éthique, et je crois que sur la GPA, une frontière a été mise parce que la question de la gestation assistée pose des problèmes éthiques d'une autre nature sur la marchandisation du corps, et on peut comprendre qu'effectivement sur cette question-là, il y ait de grosses réticences. Moi, je l'avoue, très hostile à la GPA, alors que je pense qu'effectivement la PMA, la procréation médicale assistée, est un droit qu'il faut ouvrir, mais sur la GPA, c'est un autre débat. Voilà. Alors justement, vous êtes d'accord avec Manuel Valls, qui lui aussi dit qu'il est contre, maintenant en tous les cas, il dit qu'il est contre la GPA. Pour revenir sur la PMA, vous dites que vous êtes d'accord pour l'ouvrir, c'est-à-dire aux couples homosexuels. Oui, au couple homosexuel, évidemment, puisque c'est ça la question qui est posée. Après, sur la GPA, on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui une vraie question qui est posée sur la marchandisation du corps et sur toutes les pratiques, je dirais, financières qui vont être suscitées par ce type de choses. Donc là-dessus, effectivement, je pense qu'il faut effectivement réfléchir autrement. Voilà.
Et Nicolas Sarkozy qui propose d'inscrire dans la Constitution, alors lui il propose l'interdiction de la GPA et de la PMA. Pour la GPA, vous êtes d'accord de l'inscrire dans la Constitution ? Je suis contre inscrire dans la Constitution ces choses-là. La Constitution n'a rien à voir avec cela. Si on commence à inscrire ces choses, ces choses-là dans la Constitution, alors à ce moment-là, c'est 4-5 livres qu'il faut ouvrir, parce on peut aussi dire qu'on est contre l'esclavage des enfants, qu'on est contre la prostitution. À ce moment-là, c'est plus une Constitution. Voilà. C'est là où on voit que Nicolas Sarkozy est dans une fuite en avant, dans une démagogie, d'autant que quand on connaît Nicolas Sarkozy, on sait que sur le mariage pour tous, il a longtemps hésité. Et même un certain nombre de membres de son entourage disaient qu'en 2012, il s'apprêtait dans la campagne présidentielle à le mettre dans son programme. Donc, pas exactement le mariage pour tous, c'était l'union civile. Oui, bon, vous savez comme moi que tout ça est un débat formel. Donc il y a mais tout ça révèle quoi ? Parce que c'est ça qui est intéressant, le débat sur les termes est secondaire. Ce que ça révèle, c'est l'influence forte aujourd'hui de ce que j'appelle un catholicisme identitaire, parce que derrière tout ce qu'on peut me raconter, c'est quand même une partie du clergé, des curés, comme on disait dans le temps, et de l'Église qui mène un combat. Alors il y a débat au sein de l'Église, il y a un côté progressiste qui a toujours existé d'ailleurs au sein du catholicisme, mais il y a un côté réactionnaire qui aujourd'hui est à l'offensive, et aujourd'hui essaye de faire main basse sur une opinion qui peut être perturbée par les évolutions à venir, sur ses inquiétudes, sur ses peurs, et qui devient une sorte de refuge et qui cherche aujourd'hui à pénétrer la droite. Et de ce point de vue-là, la question qui est posée à la gauche, c'est de ne pas avoir peur d'affronter désormais ce conservatisme nouveau. C'est pas d'y aller à reculons comme on l'a fait sur d'autres thèmes. Il faut effectivement défendre un certain modèle de société, une certaine France qui est une France ouverte, métissée, qui donne des droits aux individus, qui les respecte. Voilà, donc je crois que c'est une vraie bataille idéologique qui est en cours et il ne faut pas la prendre à reculons. Alors, je voudrais revenir sur la GPA, dernière question sur ce sujet. Manuel Valls exclut de transcrire automatiquement dans le droit français les actes de filiation par GPA qui ont eu lieu à l'étranger. Ce qui fait qu'on se retrouve en France avec des enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil. C'est un vrai problème, ça. Comment on fait pour le résoudre ? C'est un vrai problème et qui est posé par l'environnement international dans lequel nous sommes, puisqu'il y a des pays, notamment des pays du nord de l'Europe, qui ont accepté, et l'Allemagne entre autres, qui ont accepté la GPA. Donc il faut, c'est pour ça qu'il a dégagé les choses en disant le problème va se poser au niveau de l'Europe, il faut réfléchir à la question au regard de cette situation. Mais on ne peut pas insidieusement accepter la GPA. C'est ça ce qu'a voulu dire Manuel Valls. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que justement au travers de la reconnaissance des enfants nés par GPA dans d'autres pays, on nous fasse accepter à nous, la France, la GPA. C'est par ça qu'il fallait mettre une borne. Parce que je le redis encore, y compris c'est un débat, y compris avec la communauté homosexuelle, la GPA, elle pose un autre problème que la reconnaissance du droit des homosexuels à avoir un enfant. Elle pose la question de la marchandisation du corps. Et ça, c'est une autre question qui est posée. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte le fait que des femmes puissent vendre leur ventre à des couples pour avoir des enfants ? Alors, sur la loi Taubira elle-même, la droite reste divisée sur le sort à réserver à cette loi. Certains veulent son abrogation, d'autres veulent réécrire le texte de la loi. Mais enfin, beaucoup de ses leaders, d'Henri Guénaud à Laurent Wauquiez, ont dit qu'ils seraient présents cet après-midi. Il n'y a pas que les catholiques identitaires, comme vous dites. Il y a d'ailleurs beaucoup de juifs qui se posent des questions sur beaucoup de musulmans aussi. Je veux dire, même si sur la GPA, les juifs ont une position très, très particulière. Mais enfin, il y a aussi une partie de la droite qui est contre. Ce que je vous ai dit, je ne vous ai pas dit que c'était les catholiques identitaires qui étaient dans la rue. J'ai dit qu'il y a une offensive, ça s'appelle une offensive idéologique, qui est menée, et donc il faut identifier quel est le cœur de l'offensive idéologique. Après, que ces gens qui mènent ce combat idéologique essayent évidemment de conquérir une hégémonie, comme on disait dans le temps, intellectuelle, culturelle, militante sur la société, oui, c'est à ça auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit, je le redis, la gauche doit assumer cette confrontation et cette bataille culturelle. Elle ne doit pas reculer là-dessus. Elle ne doit pas, je dirais, faire le mariage pour tous avec une certaine retenue, avec une certaine honte. Elle doit assumer, elle doit mettre des bornes, elle doit dire voilà jusqu'où nous allons dans les droits nouveaux que nous accordons, voilà pourquoi nous n'allons pas plus loin, parce que ça pose un autre problème qui est contraire à notre éthique.
Parce que moi, je suis contre la GPA pour des questions éthiques, je vous l'ai dit, parce que je pense effectivement que vendre son ventre ouvre une nouvelle... Bientôt, on vendra des organes aussi derrière. Parce qu'une fois que vous avez accepté le principe de la GPA, vous aurez des gens qui vendront des reins, qui vendront des mains ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils auront besoin d'argent. Et vous voyez dans quelle société on rentre à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a une limite qu'il faut mettre et une réflexion. Alors, on change de sujet. De nouveau, Julien Drey, on a eu la vidéo de la macabre mise en scène d'une nouvelle exécution, celle du Britannique Alan Henning. Ça devient maintenant pratiquement une décapitation par semaine. C'est une guerre mondiale à laquelle on assiste. Faire attention parce que dans ces ambiances-là, je me méfie toujours des termes qu'on emploie. Là, je n'emploierai pas le terme guerre mondiale parce que je me souviens de la manière dont les États-Unis souvent posent la question en termes moraux, avec une forme de starisation de ces conflits à la manière de Star Wars, quoi, un peu. Il y a aujourd'hui un islamisme radical. Cet islamisme radical dispose aujourd'hui de moyens importants, de moyens financiers, de moyens militaires. Il a un point d'ancrage désormais dans cette partie du monde. Il a des relais mondiaux. Il faut effectivement mettre un terme à cela. Mais encore faut-il ne pas se tromper de cible et faire très attention. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans le conflit actuel, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se trompe et qu'on n'aide pas les bons. Et ça dure depuis plusieurs mois, et même, je dirais, depuis le début de l'affaire syrienne, ou même depuis le début du printemps arabe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien où on va. Dans le printemps arabe, on n'a pas été aux côtés, comme il le fallait, de tous les démocrates. Et puis après, quand les frères musulmans ont noyauté, notamment en Égypte, ce printemps arabe, on ne savait plus où on en était. Bon, donc, dans l'affaire syrienne, par exemple, pour ce qu'on se parle en ce moment, eh bien, vous avez des combattants qui ne disposent pas des armes nécessaires pour faire reculer l'État islamique. Et ces combattants, comme par hasard, c'est les Kurdes syriens. Voilà. Ils ne demandent pas, eux, ils ne demandent même pas des frappes aériennes, ils demandent simplement qu'on leur donne les moyens militaires techniques, c'est-à-dire les armes anti-chars notamment, pour pouvoir arrêter l'avance de l'État islamique. Or, les Américains, comme les Anglais d'ailleurs, bombardent tout à côté, mais ne donnent pas les moyens d'arrêter l'État islamique. Donc c'est pour ça que tout ça devient un peu suspect, si vous voulez mon avis, sur les vraies volontés telles qu'elles se mettent en place. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut ménager le voisin turc, que les Turcs, le gouvernement turc est évidemment très réticent parce qu'il a un problème kurde qu'il n'a jamais résolu. Et donc, vous voyez la manière dont les choses se posent. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on clarifie les choses et qu'on aide ceux qui sont vraiment les combattants, ceux qui sont en première ligne, et qu'on ne fasse pas simplement du cinéma et que, sur le fond, on laisse les choses en l'état. Voilà. Ça a été la même question qui a été posée lorsque nous avons été un certain nombre à dire attention sur l'affaire syrienne. Sur l'affaire syrienne, il y a une djihadisation qui est en cours aujourd'hui et il faut donner les moyens à ceux qui sont les vrais combattants, qui étaient à l'époque l'armée syrienne libre, de pouvoir se défendre. Et à force d'avoir hésité, eh bien, on a donné naissance à un conflit au sein même de la résistance syrienne qui a permis aux djihadistes de prendre la direction de ce qui était au départ une insurrection populaire démocratique. Mais est-ce que, à votre avis, la France, qui frappe déjà l'organisation de l'État islamique en Irak, est-ce qu'elle doit également aujourd'hui frapper en Syrie? Et les bonnes cibles, puisque vous venez de nous expliquer qu'actuellement, les Américains frappaient à côté comme si on faisait exprès de ne pas vouloir aider les Kurdes. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez-vous au chef des armées, c'est-à-dire au président de la République, si vous aviez à lui donner des conseils ? Moi, je considère qu'il faut faire très attention. Vous savez, j'ai une méfiance naturelle, historique, avec la politique étrangère des États-Unis. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'en permanence, nous nous comportions correctement avec les Américains, c'est-à-dire qu'effectivement, nous reconnaissions leur place, mais nous ne soyons pas suivistes. Que nous soyons capables, quand John Kerry dit des choses, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que dit John Kerry. Voilà. Ou la vision de l'Amérique. Ou, je dirais, les jeux compliqués des Américains. On le voit sur l'affaire iranienne, on le voit sur le conflit du Proche-Orient. Eh bien, sur ce qui est en train de se passer en Syrie, là aussi, quand il a fallu frapper, et c'était nécessaire à un moment donné, le gouvernement syrien, lorsqu'il a utilisé les armes chimiques, souvenons-nous qu'au dernier moment, c'est Obama qui a arrêté les choses. Et comme il a arrêté les choses, il a permis, effectivement, à ce moment-là, que le régime de Bachar al-Assad ne tombe pas, parce que si on l'avait fait, les choses seraient passées autrement. Et il a donc permis, indirectement ou directement, peu importe, à ce que les djihadistes l'emportent dans le conflit qu'il y avait
au sein de la résistance peut-être syrienne. qu'à l'époque aussi, on va pas refaire l'histoire. On aurait peut-être dû demander peut-être à Poutine ce qu'il en pensait. Ou si on a complètement écarté Poutine de la négociation, c'était un vrai problème à l'époque. Mais vous allez dans mon sens. Quand je dis qu'il faut faire attention aux États-Unis, c'est que je suis contre, effectivement, qu'on désigne M. Poutine comme étant l'ennemi public numéro 1 et qu'on ne tombe pas dans le jeu dans lequel les Américains essayent de nous entraîner ou essayent d'entraîner l'Europe, y compris parce qu'ils y ont des intérêts économiques et politiques, dans un conflit avec la Russie. Ça ne veut pas dire que M. Poutine est un ange, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques à adresser, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pressions à faire, mais attention, la Russie je l'ai dit depuis des mois et des mois, la Russie est un grand pays, c'est un partenaire et on en aura besoin et on n'a pas intérêt à les marginaliser. Cela dit, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les Français doivent également bombarder l'organisation d'État islamique en Syrie ? Moi, je suis réticent à ce qu'on s'engage dans des bombardements. Je suis pour qu'on discute avec les forces qui sont les vraies forces qui luttent. Je donne un exemple très précis. Aujourd'hui, ce que demandent les Kurdes syriens, c'est pas qu'on vienne bombarder, parce qu'en plus c'est très compliqué, puisqu'il y a une imbrication entre les combattants djihadistes et la population civile, et qu'on risque effectivement, comme dans d'autres conflits on l'a vu, instrumentaliser la population civile comme bouclier, et après on aura les images qui se répandront sur Internet, des massacres des armées occidentales. Ce que demandent aujourd'hui les Kurdes syriens, c'est simplement qu'on leur donne les moyens militaires pour pouvoir repousser. Des armes, qu'on leur donne des armes. On leur donne des armes. Et évidemment, vous avez la Turquie qui est extrêmement réticente parce qu'elle se dit, si on laisse les Kurdes syriens prendre aujourd'hui, être à la tête de la lutte de la résistance, va se poser pour nous, Turcs, une question qui normalement aurait dû être résolue par les Turcs depuis longtemps, c'est-à-dire de donner une véritable autonomie aux Kurdes. Donc vous parlez des Kurdes. Est-ce qu'il ne faut pas aider aussi une communauté qui est totalement oubliée, qui est pourchassée, qui est persécutée, qui est chassée, qui est exilée, ce que notre ami Jean-François Colosimo appelle les hommes en trop, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient. Mais les chrétiens d'Orient, aujourd'hui, par exemple, ils sont pour une part kurdes et ils sont au Kurdistan syrien. Donc oui, il faut prendre en considération, mais les chrétiens en tant que tels, ça n'existe pas. D'un point de vue militaire aujourd'hui. Non, malheureusement. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Ça n'existe pas ni en Irak ni en Syrie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut détruire ce que représente aujourd'hui l'État islamique, lui infliger des défaites militaires importantes. Il faut par ailleurs un projet politique, parce que la question qui est posée dans cette partie du monde, c'est pas simplement une question militaire, c'est aussi des dictatures, c'est aussi une corruption, c'est aussi une population qui a été victime de cette corruption généralisée, de ces jeux géopolitiques qui ont duré pendant des années et des années, de ces États qui étaient instrumentalisés ou qui instrumentalisaient par exemple la cause palestinienne pour refuser de poser la question de leur propre fonctionnement. Eh bien, il faut aussi un projet politique. Donc il va falloir une conférence mondiale qui pose la question du projet politique dans cette région. Et ce projet politique, il doit être d'abord et fondamentalement lié à la démocratie et laisser au peuple la possibilité de décider. Parce que dans toutes ces régions-là, ils ont toujours été absents. Les populations, elles ont été absentes. C'est-à-dire les peuples n'ont pas été pris en considération. Est-ce que pour vous, les musulmans de France, les musulmans d'Europe doivent continuer à manifester contre l'État islamique ? Moi, je suis contre la communautarisation de la société française. Donc, c'est pour ça que j'étais toujours très réticent quand on a commencé à sommer les musulmans en leur disant « vous devrez trancher, etc. » En tant que musulman, non. En tant que citoyen, oui. Notre appartenance à la communauté française, elle est d'abord une appartenance individuelle. Voilà, elle n'est pas une appartenance communautaire. Donc on ne demande pas à la communauté musulmane ou à la communauté juive, on ne les somme pas de se positionner. On demande à chaque individu, effectivement, d'être fidèle aux principes de la République et donc de défiler. Donc on ne défile pas en tant que musulman, on défile en tant que citoyen français attaché à un certain nombre de valeurs universelles. Voilà, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Enfin, parce que si vous commencez à faire... qu'ils soient interpellés comme musulmans sur des gens qui, après tout, tuent au nom de l'islam. Mais quand je vois bien le danger qui est derrière, mais plus exactement, je vois bien la philosophie qui s'établit derrière. C'est-à-dire que on va commencer avec les musulmans, demain on fera avec les juifs, après-demain on fera avec les chrétiens. On le fait déjà. Voilà. Et à la fin, mais à la fin, c'est une société communautarisée qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle que je revendique pour la société française. Donc faisons attention. Vous savez, c'est toujours la même chose. On est plein de bonnes intentions au départ et on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire rentrer dans la bergerie. Et on découvre après que c'est le loup. C'est-à-dire que demain, quand vous aurez une société qui sera totalement communautarisée et que vous vous adresserez plus aux citoyens, mais vous adresserez d'abord aux chefs de communauté, vous regretterez ce que vous avez commencé aujourd'hui.
Alors, on arrive à une dette aujourd'hui de 2000 milliards d'euros. Ça fait la une du journal du dimanche, hein, vous avez dû le voir. C'est 95% du PIB. C'est du jamais vu. Est-ce que dans ces conditions, c'est raisonnable de continuer à faire des emplois aidés, comme le gouvernement le prévoit d'ailleurs? Mais l'affaire de la dette, c'est la divine surprise permanente de ceux qui ont un projet politique et économique. Parce que la France est endettée, certes, mais si on fait vraiment l'état de la dette, il faut aussi faire, pas simplement la dette publique, il faut regarder aussi ce qui se passe dans le privé. Or, la France est le pays qui a le plus d'épargne. Donc les 2 000 milliards, aux côtés des 12 000 milliards d'épargne en France, vous voyez, c'est très relatif. Donc voilà, moi j'ai toujours pensé... Les critères de Maastricht, c'est la dette publique, oui, c'est pas la dette privée. Les critères de Maastricht. Donc vous voyez bien que tout ça renvoie à un projet ordolibéral, comme on disait dans le temps, ou comme on dit aujourd'hui, qui était une certaine conception de fonctionnement de l'économie. Donc il y a une dette, mais dans cette dette, il faudrait faire la part entre ce qui est l'investissement utile et ce qui est les dépenses inutiles. Donc il faut faire la part des choses. Mais quand on discute de la dette, souvent on entend cette réflexion, on dit oui, mais on ne peut pas laisser pour l'avenir de nos enfants avec des finances publiques. Mais pourquoi raisonner que par rapport à la dette? Si, pour pouvoir vaincre la dette, vous fermez les services publics, si, pour pouvoir vaincre la dette, vous arrêtez la construction des infrastructures, si, pour pouvoir vaincre la dette, vous réduisez la recherche, quel est le monde que nous allons laisser à nos enfants? On aura peut-être un monde où les finances publiques seront stabilisées, mais qui aura régressé sur le plan, effectivement, de ses libertés, de son fonctionnement, etc. Donc, vous voyez, moi, quand j'entends ça, je dis stop. Je dis stop et je ne veux pas me laisser piéger par ce pistolet sur la tête qu'on met sur la tête des peuples, en disant la dette, la dette, la dette. Oui, mais faisons d'ailleurs une conférence mondiale sur la dette et on va voir que la plupart des pays sont endettés. Et vous savez, notamment les États-Unis. Vous allez voir une chose, je prends date, mais ça fait des années que je dis ça. Un jour ou l'autre, une grande partie de cette dette, elle sera annulée. Voilà. Parce que si on veut rembourser véritablement la dette de tous les États, il faut arrêter de faire fonctionner les sociétés. Voilà. Et on voit ce que ça veut dire. Parce que le fonctionnement d'une société, c'est comme un vélo. Pour que ça avance, il faut pédaler. Le jour où vous arrêtez, vous savez ce qui vous arrive. Alors, vous parlez quand même de stabiliser les finances publiques. Le projet de budget 2015 est basé sur une prévision de croissance de 1% contre 0,4% en 2014. Est-ce que c'est réaliste alors que même M. Migaud, le président socialiste de la Cour des comptes, trouve que c'est optimiste? Le problème, ce n'est pas de savoir d'être optimiste ou pessimiste. Le problème est de savoir face à quoi nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés, certes, à une explosion de la dépense publique ou à une mauvaise maîtrise de la dépense publique. Je préfère cette expression-là. Bon, ça veut dire qu'il faut effectivement apprendre à refaire des économies. Et on ne le fait pas sous la forme de coups de rabot. Il y a un pays qui a été capable de bien maîtriser ses finances publiques, c'est le Canada. Et il l'a pas fait comme nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire en disant on réduit, on réduit, on réduit. Il a fait en redéfinissant priorité par priorité en termes de dépenses publiques. Et il l'a fait sous la forme d'états généraux, de conférences, d'évaluations. Et à partir de là, il a déterminé là où c'était utile de continuer, là où c'était utile même de renforcer, je pense à l'éducation, je pense à la santé, et là où il y avait des dépenses inutiles. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on raisonne à l'aveugle, et on traite tout de la même manière en matière de réduction des finances publiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les stratégies d'austérité budgétaire ne permettent pas la stagnation, ne permettent pas de réduire la dépense publique. C'est pas vrai. Parce qu'on le voit bien, on passe de plan en plan et finalement, ça reste toujours en l'état. Ça veut dire qu'il faut remettre en cause la manière dont les choses se passent. Ça veut dire qu'il faut se poser la question d'un retour de croissance. Et le retour de la croissance, ça passe forcément par une combinaison intelligente, on le sait, entre la relance de la consommation et la relance de l'investissement. Et il faut être capable de maîtriser ces deux choses-là. On ne peut pas faire simplement une politique de l'offre si on n'a pas en même temps aussi une politique de la demande. Et le reproche qu'on peut faire aujourd'hui à la politique économique du gouvernement, c'est qu'elle ne combine pas assez ces deux éléments. Oui, il y a un problème de compétitivité dans l'économie française. Oui, il faut aider l'industrie à reprendre des positions, à reprendre des parts de marché. Oui, il faut donner aux PME et aux PMI une plus grande flexibilité, une plus grande liberté parce qu'elles sont le cœur de la création d'emplois. Mais oui, il faut aussi relancer la consommation populaire en ciblant un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs prioritaires, qui sont créateurs d'emplois et créateurs d'un autre cadre de vie. Je pense au logement, je pense aux dépenses de consommation courante en matière, alimentaire ou des choses comme ça. Donc il y a aussi un plan de relance de la consommation populaire qui est nécessaire et qui doit être concomitant
à ce plan de relance de l'investissement. Sinon, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une situation où les entreprises n'investissent pas parce qu'elles n'ont pas l'impression qu'elles vont pouvoir avoir des parts de marché, qu'elles vont pouvoir vendre leurs marchandises. Donc il faut leur donner le sentiment qu'il y a quelque chose. Et quel est le problème que vous avez dans la société française aujourd'hui ? Tout le monde vous le dit. Ce n'est pas un problème d'équation mathématique ou économique, c'est un problème d'abord et avant tout de confiance. Tout le monde a peur, donc personne ne prend des risques. Tout le monde se protège. Pour redonner de la confiance, il faut relancer la consommation. Si on ne relance pas la consommation, si on ne donne pas le sentiment qu'on va de l'avant, qu'on peut un peu mieux vivre, qu'on peut un peu mieux dépenser des choses, alors chacun se replie. Les ménages épargnent, et on ne sait plus quoi faire de cette épargne, et les entreprises n'investissent pas parce qu'elles n'ont pas l'impression qu'il y a une relance de la consommation et des marchés. Alors, il y a François Rebsamen qui a dit des choses fortes. C'est une interview qui a été publiée, dépubliée, republiée. Et notamment, il dit il faut adapter notre système social, il faut assouplir les 35 heures, il faut autoriser le travail le dimanche. C'est dans les tuyaux, ça ? Je ne suis pas au gouvernement, vous savez. C'est pas une découverte, donc j'en sais rien. Je pense qu'il faut faire attention avec ces déclarations intempestives. Le problème français aujourd'hui, ce n'est pas le problème des 35 heures. C'est pas vrai. Je ne vois pas aujourd'hui de chefs d'entreprise me dire « mon problème aujourd'hui, c'est la question des 35 heures ». Voilà. Je vois des chefs d'entreprise me dire j'ai un problème de charge, c'est-à-dire notamment dans les petites entreprises ou de cotisations sociales qui sont trop lourdes, parce que je préfère employer le terme cotisation sociale. Donc là, il y a une réflexion qui est en cours, on essaye de faire, mais ce n'est pas la question des 35 heures. La question du travail du dimanche, elle pose il y a deux aspects des choses. Il y a un problème de société. Bon, est-ce qu'on veut une société qui soit tout marchand ou est-ce qu'on veut une pause dans cette consommation ? Eh bien, il y a un équilibre à trouver. On essaye de le trouver. Il ne peut se faire que dans la concertation. C'est-à-dire que si on ouvre les magasins le dimanche, il faut qu'il y ait de l'emploi à la clé et il ne faut pas que ça soit un chantage sur ceux qui veulent conserver leur dimanche parce qu'il y a une vie de famille, parce qu'il y a aussi, je dirais, une relation à d'autres choses que simplement consommer et acheter. François Hollande, le président, est à 15% dans les sondages. C'est une petite remontée, puisqu'il était à 13%. Oui, alors, dans certains sondages, il fait même 18%. Mais c'est même 21, c'est quand même du jamais vu sous la Ve République pour un président. Est-ce que c'est la Bérésina pour lui ? Vous savez, on dit toujours qu'il faut toucher le fond de la piscine pour rebondir. Mais on peut encore creuser. On peut encore creuser. Creuser, j'ai jamais vu. C'est une expression que j'ai employée moi aussi, mais j'ai jamais vu de choses comme ça. Je pense que bon, c'est pas moi, vous le savez, j'ai déjà dit, je le redis ici, je n'étais pas dans l'équipe au départ gouvernementale et je n'aurais pas fait les choix qui ont été faits, notamment sur le plan européen. Et je pense que nous payons le retard qui a été pris dans les 2 années qui viennent de s'écouler, notamment sur le plan européen. La vraie question qui est posée, c'est de savoir si la main française ne va pas trembler dans la confrontation qui est en cours. Pourquoi ? Parce que une des causes de nos problèmes, c'est pas la seule, nous avons des problèmes spécifiquement français, mais une des causes, c'est effectivement cette réduction drastique en période de récession imposée par l'Europe, c'est-à-dire cette réduction drastique du déficit budgétaire. Nous avons commencé à engager une bataille, mais c'est toujours le problème qui est posé, c'est est-ce qu'une fois que l'Allemagne nous aura dit non, nous allons dire on ne peut pas faire autrement, ou est-ce que nous allons dire ce n'est pas acceptable. Et donc si ce n'est pas acceptable, tout doit être discuté. Il y a un rapport de force, il y a un bras de fer qui a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est du bras de fer avec l'Allemagne. Oui, avec l'Allemagne, pas avec l'Allemagne, avec la chancelière Merkel. C'est pas la même chose, parce qu'en Allemagne, vous avez des forces qui, y compris au sein du gouvernement de Mme Merkel, sont d'accord avec nous. Donc il y a un bras de fer qui est engagé. Il ne doit pas se faire dans des termes insultants, il ne doit pas se faire sous la forme de menaces, il doit le faire sous la forme d'un débat, parce que l'Allemagne elle-même, aujourd'hui, va être confrontée dans les mois à venir aux mêmes problèmes que nous en termes de récession, de stagnation et donc de recul d'un certain nombre de droits sociaux, parce que c'est toujours la même logique. C'est-à-dire, comme vous n'avancez pas, vous reculez sur un certain nombre de droits sociaux en pensant que ces droits sociaux, en les ayant remis en cause, vous allez retrouver la croissance et vous ne trouverez rien du tout à l'arrivée. Alors, en attendant, 2017, c'est dans plus de 2 ans. On voit bien qu'à droite, ça commence à s'agiter. Est-ce que François Hollande doit dire dès maintenant s'il se présente, s'il ne se présente pas, s'il souhaite des primaires, s'il n'en souhaite pas ? Alors, je pense que si François Hollande tombe dans le piège que tout le monde veut bien lui tendre agréablement, c'est-à-dire se prononcer sur l'échéance 2017, il vaut mieux qu'on arrête tout de suite et qu'on fasse une élection présidentielle maintenant. Parce que ça veut dire qu'on va, dans les mois qui viennent, qui sont des mois très importants, je vous ai dit, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle d'une réflexion nouvelle sur comment on combine une politique de relance de l'investissement et de la consommation, on ne va rien faire du tout. Chaque mesure sera prise pour cible par rapport à la campagne présidentielle et donc la France sera paralysée. Donc je crois qu'au contraire, il faut essayer de travailler sérieusement. Par contre, il y a une vraie question qui est posée au travers de votre question. C'est de savoir si le quinquennat a été une bonne réforme. Et je pense que François Hollande aurait intérêt aujourd'hui à ouvrir la réflexion institutionnelle en partant de ce qu'est le quinquennat.
Parce que je pense que le quinquennat a été l'élément encore plus déstabilisateur de notre système institutionnel, qui fait qu'on est en élection présidentielle permanente. Vous n'avez le temps de rien faire, vous n'avez pas le temps, vous n'avez aucune sagesse, vous n'avez aucun recul. Et il y a derrière, effectivement, toute une réflexion sur le fonctionnement de nos institutions. Voilà, qui est. Est-ce que vous l'avez dit au président? Est-ce que vous le revoyez, le président, depuis le départ de Madame Trier-Villers, dont on sait qu'elle ne vous portait pas dans son cœur? Vous rentrez dans un domaine où je ne réponds pas. Voilà, parce que je n'ai pas à répondre à ce genre de questions. Voilà, ce sont des questions d'ordre privé. Moi, je fais de la politique et je sépare bien ce qui est la publique du privé. Voilà. Dans tous les cas, son livre, c'est une affaire publique, puisqu'il a été publié, son livre. Vous l'avez lu? Je l'ai lu parce que je savais qu'on allait m'interviewer dessus. Donc je l'ai lu, oui, voilà. Et alors? Eh ben, j'ai fait le commentaire qui doit être fait là-dessus. J'ai compris un certain nombre de choses en lisant ce livre, mais moi, c'est une affaire privée et je suis très, très, très attaché, et je pense que nous, les responsables politiques, devons donner l'exemple à bien séparer ce qui est public et ce qui est privé. Bon, alors, Dernière question d'une minute. Dernière question, vous nous avez parlé tout à l'heure de démagogie à propos de M. Sarkozy. Le retour de l'ancien président, c'est tout ce que ça vous inspire? Non, je pense que... Moi, j'ai jamais cru qu'il était parti. Voilà. Donc, je fais partie de ceux qui, dès 20h45, le 6 mai, considéraient qu'il était déjà en campagne pour 2017. Et je le connais assez bien pour savoir qu'il n'allait pas renoncer comme ça. Il était heureux de finir à 48% ou 48,5%. Il savait que ça lui donnait la possibilité de revenir en 2017. Donc, il a préparé ce retour. Je pense qu'il sera là, il sera dans la bataille. Mais on voit bien qu'on est dans... Il ne faut pas se tromper. Et ça sera dur pour M. Hollande? Je sais pas. Ce sera ni dur ni pas dur. On choisit pas. C'est pas nous qui choisissons nos adversaires. On prendra ce qui viendra. Ou je pense que François Hollande prendra ce qui viendra s'il est candidat. Voilà. La question qui est posée, c'est sur quelle orientation politique va se construire le nouveau sarkozysme. Et l'orientation politique sur laquelle il va se construire, d'après moi, ça va être de répondre à cette vague conservatrice et d'essayer d'en prendre, lui, le leadership. Et c'est là où la gauche ne doit pas céder et doit aller cette fois-ci dans une confrontation frontale. Pas simplement dans le rejet, comme nous l'avons fait en 2012, parce qu'il y avait un rejet du Sarkozy, mais en défendant aussi un modèle de société. Je pense que sur les thèmes de l'immigration, de la sécurité, sur les thèmes économiques, la gauche a à retrouver une identité. C'est la question clé pour elle si elle veut s'en sortir en 2017. Julien Dray, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien.